Capitaine? C'est normal. Tout va bien. C'est bon, le son est revenu. Donc, je disais, bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et aujourd'hui on va faire la suite de la masterclass d'il y a 2 semaines sur la création de scénarios. Donc encore une fois, je suis accompagné par le club Calliope qui me rejoindra à la fin de cette masterclass, histoire d'ouvrir un petit peu le débat et dire à quel point je vous ai dit n'importe quoi tout du long. Encore aussi, petit rappel, ce n'est pas une méthode absolue, je suis loin d'être un maître dans la matière, mais c'est la façon dont moi je procède. S'il y a des choses qui vous intéressent, que vous arrivez à récupérer dans le tas, tant mieux. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu différemment que par la semaine dernière. Donc on va parler des scénarios, bien sûr, sauf que on va pas voir en détail comment l'écrire vraiment pas à pas. On va plutôt parler des outils nécessaires pour bien l'écrire, pour bien le maîtriser et comment les intégrer dans nos parties, dans nos cycles. Du coup là, je vais vraiment présenter les scénarios que moi j'utilise régulièrement. Il y a sûrement d'autres types de scénarios que je ne vais pas évoquer ce soir, donc si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça pourra donner l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur le sujet, qui sera la création de scénario partie 3. Et on va commencer tout de suite avec le scénario de type enquête pure. Alors, ce que moi j'appelle un scénario d'enquête pure, c'est un scénario dont l'intrigue principale tourne autour d'une énigme. Contrairement au jeu de piste, les joueurs vont directement avoir accès à toutes les scènes et tous les PNJ. Le but du scénario va être de savoir distinguer le vrai du faux, afin de comprendre ce qui s'est passé en tirant leurs propres conclusions avec les éléments qu'ils ont à leur disposition. Ce type de scénario donne la part belle au roleplay, car il va généralement falloir faire beaucoup d'interrogatoires afin de tirer la vérité au clair, voire de reparler plusieurs fois au même PNJ. Et donc si on a besoin de préparer ce type de scénario, le premier conseil que je vous donnerai, ça va être de prévoir des aides de jeu à la disposition pour vos joueurs, avec le nom et le portrait des différents PNJ, afin qu'ils puissent s'y retrouver facilement. De la même façon, donner des traits distinctifs à ces PNJ, toujours dans un souci de faciliter la compréhension entre les joueurs. Parce que certaines personnes vont avoir du mal à reconnaître les portraits, certaines personnes vont avoir du mal à retenir le nom. Par contre, si vous parlez de la femme à moustache, je suis pas sûr que toute la table saura immédiatement de qui on parle. Pour qu'un scénario enquête fonctionne bien, il est nécessaire que toutes les pistes ne concernent pas l'enquête, histoire de brouiller un peu. Plutôt que faire des fausses pistes, je vous conseille de créer une enquête secondaire cachée. Une fois que les joueurs auront compris la nature de la seconde enquête, il sera alors plus simple pour eux de trier les indices entre l'enquête principale et l'enquête secondaire. Enfin, je vous conseille d'avoir un panic button. Ce que j'appelle par là, c'est un PNJ qui pourra débloquer les joueurs en cas de problème. Si on reprend l'exemple de la masterclass précédente, le légiste sera un très bon panic button. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il faut aller voir la vidéo de la masterclass précédente. Autre chose qui est bien pour ce type de scénario, c'est vu qu'ils ne sont pas du tout basés sur l'action, je vous conseille d'intégrer un facteur de temps afin que les joueurs aient une épée de Damoclès au-dessus d'eux qui les force à agir au lieu de traîner. Comment écrire ce type de scénario? Je vous cache pas que c'est des scénarios qui sont plutôt difficiles à écrire, surtout si vous voulez que vos joueurs ne soient pas frustrés. Dans un premier temps, il est bon de délimiter un périmètre strict pour vos intrigues, afin que vos joueurs ne soient pas perdus sous une masse de possibilités. J'entends par là qu'il faut un peu le penser comme un huis clos, même si les personnages pourront être totalement libres de leur mouvement. Il faut que le nombre de lieux et de personnages importants soit clairement établi. Ensuite, il faut bien sûr une intrigue. Ça peut être un meurtre, un vol, une disparition, et j'en passe. Comme on l'a vu dans la masterclass précédente, il faut vraiment aller voir, on va devoir établir qui l'a fait, pourquoi et comment. Mais on va également voir qui peut lui apporter un alibi, qui aurait pu le faire et qui aurait eu intérêt à ce que ce soit fait. En répondant à ces questions, vous devriez avoir un petit panel de personnages. Si vous suivez mon conseil précédent, il est temps de penser à votre intrigue secondaire. Idéalement, elle devrait regrouper certains de ces personnages de l'intrigue principale, ainsi que quelques nouveaux PNJ qui lui seront propres. Maintenant vous avez vos 2 histoires, tous vos PNJ, il ne reste plus qu'à établir ce qu'ils savent, ce qu'ils ignorent et ce qu'ils souhaitent cacher.
Assurez-vous cependant que l'énigme ne repose pas uniquement sur un unique indice, car vos PNJ pourraient être très bien placés à côté, et dans ce cas le scénario sera un échec total. Et quand l'utiliser? Ce type de scénario est particulièrement efficace pour créer de la tension, surtout si les joueurs jouent contre la montre. En campagne, il est bien de le faire jouer après un ou deux scénarios de détente légers afin de recanaliser vos joueurs sur votre intrigue principale. En one shot, pensez à songer les joueurs avant. C'est un scénario qui est très orienté roleplay, ça ne va pas forcément être du goût de tout le monde, surtout si on est habitué au porte-monstre trésor. Et d'ailleurs, le scénario porte-monstre trésor. Transition. Donc un scénario porte-monstre trésor. Pour résumer, c'est l'antithèse du scénario d'enquête pure. C'est un scénario qui est très simple et qui a pour but de casser du monde en amassant du loot. Il va se passer dans ce qu'on appelle communément un donjon, mais il peut s'agir d'un immeuble moderne, d'une forêt, d'un bateau, peu importe. L'intérêt, c'est que vos joueurs vont explorer une zone et massacrer allègrement tout ce qui les regarde de travers. Donc pour préparer un porte-monstre trésor, ou PMT pour les habitués, il est toujours sympa d'apporter des éléments extérieurs. Créer une ambiance, que ce soit par la musique ou la lumière, donnera du caractère au lieu que les joueurs vont explorer. Ainsi, aussi, avoir un plan détaillé des lieux en tant que maître de jeu vous permettra de créer une sensation de labyrinthe qu'on a souvent du mal à intégrer dans le jeu de rôle. C'est vrai que c'est un peu dur de se sentir perdu quand on est assis sur une chaise en train de boire du coca, bouffer des chips avec ses potes. Je vous conseille de suggérer à un joueur de dessiner une carte pour sa fournir du papier quadrillé afin de faciliter l'entreprise. Très vite, les joueurs vont se référer à cette tête de jeu qu'ils sont eux-mêmes en train de faire. Donc il y aura un petit souci, un petit côté gratifiant. Un autre grand classique du PMT est l'utilisation de figurines qui apportent un aspect visuel et tactique au combat. Si vous en avez l'occasion et l'intérêt, c'est souvent très apprécié des joueurs. Donc, comment écrire un PMT? Comme toujours, il vous faut une intrigue. Après, pour le PMT, c'est généralement simple, la cupidité pure étant une intrigue largement suffisante. Ou vouloir de l'XP, c'est une peu d'intrigue aussi. Plusieurs choix s'offrent à vous pour créer votre scénario. Soit vous pouvez le faire au fur et à mesure à grands coups de table de rencontre, je vous le déconseille. À ce modèle, vous pouvez rajouter quelques scènes clés que vous aurez préparées à l'avance, c'est un petit peu mieux. Ou alors, vous faites ça bien et vous faites un plan complet de votre donjon avec ses scènes, ses habitants, même si vous savez qu'il n'y aura sûrement que la moitié qui va se servir. Là, au moment où vous pourrez vraiment faire un bon PMT. Quand l'utiliser? Ce scénario, c'est typiquement utilisé pour se détendre. Il a un fort caractère ludique, il a un petit côté jeu de plateau au final. En campagne, il peut même servir de récompense pour vos joueurs avec un arc particulièrement pesant. En one shot, j'éviterai l'utiliser, sauf si c'est vraiment pour des nouveaux joueurs, voire des jeunes joueurs. Parce que ça va leur permettre de mettre un pied dans le jeu de rôle, parce que la progression finale est très vidéoludique. Et dans ce cas, c'est important, je pense, d'intégrer quelques scènes de roleplay afin que l'initiation soit vraiment pertinente. Vous pouvez également l'utiliser en tant que complément d'un scénario jeu de piste, en intégrant un donjon comme une des scènes. Et donc avoir une récompense au bout du donjon qui permettra d'avoir un élément de réponse. Et on va passer ensuite sur les scénarios de type choix. Alors, les scénarios de type choix, c'est des scénarios qui vont mettre l'accent sur les décisions que prennent les joueurs. C'est un scénario qui va se dérouler de façon plutôt linéaire, et ce sont les choix qui détermineront l'évolution et surtout la conclusion de l'intrigue. Donc pour le préparer, il est important pour ce type de scénario précis que vos joueurs aient des enjeux et des valeurs personnelles. Si vos joueurs ont des enjeux différents, la partie en sera le plus intéressante, encore plus si ce sont des enjeux secrets. Pour ça, il n'est pas nécessaire de mettre en compétition vos joueurs, leurs objectifs personnels ne pas être en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, un personnage ne peut être intéressé par la prime une fois qu'on aura ramené un objet volé, alors qu'un autre cherche à attraper le voleur depuis des années. Deux joueurs vont partager le même but, la même route, sans pour autant le faire pour les mêmes raisons. Il est donc primordial que les joueurs aient des backgrounds clairement établis. Les valeurs est une autre notion intéressante pour ce type de scénario, car vous pourrez amener plusieurs choix moraux le long de la route, jouant sur l'opposition entre les convictions personnelles du personnage et le bien commun. C'est quelque chose qui est souvent utile en jeu de rôle, car les joueurs ont tendance à utiliser cette grande phrase « mon personnage ne ferait jamais ça ». Et ben il y a des fois si il le ferait. Et c'est typiquement ce genre de scénario qui pourrait les mettre au pied du mur pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc par sa nature linéaire, il est encore plus important que d'habitude de mettre l'accent sur l'ambiance. Il faut maximiser l'immersion.
N'hésitez pas à mettre les bouchées doubles sur les descriptions afin que les joueurs puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Préparez des aides de jeu sous forme de notes à l'attention d'un seul joueur, ce qui vous permettra de créer de la tension à la table en faisant une petite aura de secret. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment sur des jeux comme l'Appel de Cthulhu. Donc, comment écrire un scénario de type choix? Pour ce type de scénario, moi je préfère commencer par les fins. En effet, le principal intérêt de ce type de scénario est d'avoir des fins multiples. J'en fais généralement 4. La très bonne fin, celle où les PJ ont réussi, ils ont repoussé le mal à tout jamais, ils ont sauvé le monde, et en plus ils vont se marier avec la princesse. La bonne fin, celle où le monde est sauvé pour le moment et le mal est retourné se cacher sous un rocher. La mauvaise fin, celle où le mal est victorieux et l'avenir du monde est incertain. Et finalement, la très mauvaise fin, celle où le mal domine complètement le monde et les personnages joueurs sont transformés en canards. Une fois ces fins déterminées, on va avoir besoin d'une situation initiale. Celle-ci devra très clairement établir l'objectif commun de vos joueurs et viendra possiblement s'ajouter à leur objectif personnel. Pour reprendre l'exemple précédent, quelqu'un leur offre une grosse prime pour retrouver un objet volé par un voleur notoire. Excusez-moi. Donc nos deux joueurs précédents auront pour but de retrouver le même objet, même si c'est pour des raisons totalement différentes. À partir d'ici, il n'est pas nécessaire de créer une intrigue compliquée d'ailleurs, ce type de scénario peut parfaitement convenir pour un voyage. Les joueurs n'auront qu'à aller tout droit. Ce qui est important est qu'à la fin de chaque scène, une décision doit être prise pour savoir vers quelle scène ils vont se diriger. Gardez en tête aussi que les choix doivent se croiser, et un seul mauvais choix ne devrait pas les condamner à une fin plutôt qu'une autre. Donc, mais vraiment, l'ensemble de leurs choix vont se diriger vers la fin qui les attend. Donc, comment utiliser ce type de scénario? Il n'est pas toujours évident de mettre en place ce scénario. Cependant, il offre de nombreuses possibilités. Pour un one-shot, vous pouvez vraiment jouer avec le caractère des personnages et créer des scènes très intéressantes, surtout au niveau du roleplay. Et il va falloir créer des fiches de perso solides avec un background cohérent à l'intrigue. Pour des nouveaux joueurs, le côté linéaire leur permettra de passer facilement. En campagne, c'est un excellent fin d'arc. Les joueurs ont une grosse connaissance de la situation et devront faire des choix judicieux pour s'en sortir au mieux. On passe ensuite au scénario de type événement. Alors les scénarios de type événement, ce que j'appelle un scénario de type événement, c'est un scénario que vont subir les joueurs. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont se retrouver généralement en huis clos, que ce soit un transport, un village coupé du monde ou autre, et ils vont y rester jusqu'à ce qu'un événement se déclenche. Les joueurs n'auront pas le contrôle sur le déclenchement de cet événement, ne pourront que y réagir. Donc, comment le préparer? C'est sans aucun doute le scénario qui demande la plus grosse connaissance de l'univers du jeu. Le vrai but du scénario est de présenter une facette du monde aux joueurs et de poser une ambiance. Essayez d'inclure au maximum ce qui fait la richesse de l'univers dans lequel vous jouez. C'est le moment où les joueurs vont pouvoir creuser un peu plus et découvrir le monde. Je recommande vivement de faire ce scénario en huis clos. Vous ayez un contrôle total sur les événements et la scène, et surtout pour empêcher vos joueurs de louper le fameux événement. Par contre, idéalement, vos joueurs ne doivent pas se rendre compte qu'ils sont dans un scénario de type événement. Donc pour ça, essayez de garder l'illusion le plus longtemps possible en créant des mini-scénettes d'intrigue, les poussant en quelque sorte à chercher le scénario. Ces scénarios vont se jouer en deux temps. La partie contemplative, où ils vont découvrir tout ce que la scène a à offrir. Il est donc nécessaire que vous ayez une connaissance complète de la scène, des PNJ, des salles, des incidents, de tout ce qui pourrait se passer. Et la deuxième partie du scénario, qui est généralement beaucoup plus courte, sera celle après l'événement. L'événement étant souvent de nature catastrophique. Par exemple, l'eau qui pénètre dans le bateau après avoir percuté un iceberg. Nos joueurs devront alors réagir à l'événement. Il est bon pour cette partie qui ne dispose que d'un temps limité afin de créer une rétention après cette longue période de contemplation. Au niveau de la maîtrise, essayez également de jouer sur cette tension et ce manque de temps. Soyez plus bref dans vos descriptions, demandez une réaction immédiate à vos joueurs, faites des tours de table rapides en un ou deux mots. Donc, comment l'écrire? Pour ce genre de scénario, je m'y prends un petit peu différemment. Au lieu de chercher une intrigue, je vais chercher ce que je veux faire découvrir à mes joueurs, puis leur donnerai un faux objectif, qui les coincera dans mon scénario, généralement en voyage. Pour ceux qui ont fait ma campagne Cthulhu, ils devaient se rendre en Irlande, ils n'y sont jamais arrivés. À présent, il nous faut un événement impondérable, quelque chose qui arrivera. Peu importe ce qu'ils font. Ça peut être une attaque, un accident, un événement naturel, bref, quelque chose qui va
à les obliger à réagir. Là, on a deux choix auxquels nous devons penser dès le début, dès l'écriture. C'est soit les joueurs ne pourront que subir les conséquences de l'événement et devront faire au mieux pour y survivre, soit au contraire, ils pourront combattre l'événement et essayer d'y réagir pour empêcher que ça dégénère. Dans les deux cas, il est important que les joueurs aient le sentiment qu'ils ont une chance d'arrêter la catastrophe, même s'ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà plus ou moins l'idée pour écrire ce type de scénario. Donc idéalement ces scénarios sont très bien pour présenter un univers. Donc ils font des bons scénarios pour des petites d'initiation. Ça fait aussi des très bons débuts de campagne parce que les joueurs vont avoir le temps d'apprendre à se connaître les uns les autres, mais également à découvrir et comprendre l'univers dans lequel ils évoluent. De plus, le temps est très facile à gérer. Vous pouvez vous permettre de précipiter ou d'accélérer la résolution selon ce que font vos joueurs. Si vous voyez qu'ils sont complètement bloqués et qu'ils s'ennuient, vous pouvez déclencher l'événement instantanément. Ou au contraire, si vous voyez qu'ils ont besoin de plus de temps pour comprendre certaines choses, vous pouvez attendre autant de temps que vous souhaitez. Le principal défaut qu'on peut avoir avec ce scénario, c'est que généralement à la fin on a un certain sentiment d'échec qui peut ressortir. Dans ce cas, ça sera à vous en tant que maître de jeu de rassurer vos joueurs. Ensuite, on va parler des scénarios de type bac à sable. Donc un scénario de type bac à sable, c'est le format qui laisse le plus de place à l'interprétation des joueurs. On va leur donner une tâche à accomplir et ils seront complètement libres quant à la façon de la réaliser. Pour préparer un scénario bac à sable, et pour qu'il fonctionne, il n'y a pas besoin de grand chose. Il va vous falloir au moins un joueur avec une bonne connaissance de l'univers. Cela dit, si tous les joueurs l'ont, c'est quand même mieux. Après, il vous faut une liste de PNJ interchangeables. C'est un très bon outil pour ce genre de scénario. Avoir le nom, l'apparence et le caractère d'une dizaine de personnages qu'on peut passer tout le monde n'importe où. Ça va vous permettre de donner un peu de peps au scénario. Surtout, du coup, pour l'occasion, vu qu'au final, il n'y a pas vraiment d'histoire, n'hésitez pas à créer des personnages hauts en couleur. Alors, elle est complètement cool. De la même façon, avoir une liste de mini-scénettes que vous pouvez dessiner ça et là, et en plus, assez sympa. Pensez également avoir un PNJ qui pourra fournir des plans aux joueurs. Parfois ils seront à court d'idées, il est bon d'avoir quelqu'un pour les débloquer. De plus, ça vous fera réfléchir vous à différentes possibilités et pour faire votre scénario et éventuellement vous permettra de mettre le doigt sur une incohérence. Donc comment écrire ce type de scénario? Comme toujours, il vous faut une intrigue, donc une raison de faire toutes ces choses à vos PNJ, à vos PJ. Ensuite, je vous conseille vivement de découper cette intrigue en 2 ou 3 sous-objectifs. Ça permettra à vos joueurs de se canaliser un peu, voire de leur presser le pas en leur appelant gentiment que ça fait 5 heures qu'ils sont sur le premier objectif et qu'il y en a encore 2 à faire. Il faut que l'objectif ne soit pas trop limité. Par exemple, un scénario qui demande aux joueurs d'empêcher quelqu'un de se rendre à un rendez-vous vous laisse beaucoup de choix. Ils peuvent le distraire, le kidnapper, lui faire avoir un accident, le tuer, bref, vous avez de quoi faire. Par contre, si mon scénario vous demande de vous pointer ce soir à 22h16 à Fort Knox déguisé en Tortue Ninja, je pense que vos choix seront beaucoup plus limités. Généralement, ce type de scénario est plus intéressant s'il y a une succession dans les objectifs. Pour reprendre l'exemple précédent, les joueurs doivent empêcher l'individu A de se rendre à un rendez-vous avec l'individu B, puis une fois que vous avez fait ça, vous devez suivre l'individu B qui s'est rendu au rendez-vous et qui n'a plus personne, pour savoir où est-ce qu'il se plante, et finalement, quand c'est fait, vous devez aller voler un objet dans la planque de l'individu B. Et maintenant que vous savez où c'est. Si on suit le scénario, expliquez tout de suite le but des joueurs est de récupérer un objet dans la planque B. Donnez-leur ensuite la marche à suivre sous la forme des 3 objectifs. Finalement, vous voyez comment ça dégénère. D'expérience, vous avez à peu près 50% de chance que les joueurs ignorent complètement le plan et essayent de trouver voler B par leurs propres moyens. Donc, soyez prêts. Comment utiliser ce scénario? C'est souvent plaisant pour vos joueurs car il offre énormément de liberté. Je vous conseille cependant de ne pas en abuser car l'histoire est forcément en retrait comparé aux autres types de scénarios. Côté maîtrise, ça peut être assez éprouvant car vous allez devoir canaliser vos joueurs qui vont souvent faire un peu n'importe quoi et surtout être capable d'improviser à la volée tout du long. Ensuite, on va parler des scénarios de type autonome. Alors, un scénario autonome, pour résumer, c'est un scénario qui n'a pas besoin des joueurs, même si ces derniers peuvent l'influencer en profondeur.
C'est un scénario qui va respecter un planning très précis et les événements vont se dérouler que les joueurs soient là ou pas. On peut par exemple imaginer, pour ce type de scénario, une bande de cultistes faisant les préparatifs la veille d'un grand rituel. Chacun des différents cultistes saura occuper une tâche bien précise, les joueurs pourront alors en croiser certains, mais seulement à des moments précis. Donc comment préparer? C'est pour moi, en tout cas, les scénarios les plus difficiles à faire et à maîtriser. Il va vous falloir un bon petit paquet d'aides de jeu si vous voulez vous en sortir convenablement. Commencez par établir une mesure de temps, par exemple la demi-heure. Se rendre d'une scène à une autre, une demi-heure. Faire une scène, une demi-heure. Aller dans la zone hors de la ville, 2 demi-heures. Une fois que cette unité de mesure clairement établie, faites-vous un tableau, demi-heure par demi-heure, afin de savoir précisément ce que font et où sont les PNJ à chaque instant. Pour ce type de scénario aussi, évitez de noyer vos joueurs sous les aides de jeu. Nous avons déjà suffisamment à faire pour comprendre ce qui se passe sans avoir à décrypter en plus un code secret obscur et différentes choses du genre. Pour la préparation de vos scènes, donnez-vous une marge de manœuvre afin de pouvoir intégrer des éléments pour remettre vos joueurs sur le droit chemin. De plus, pour ce genre de scénario, ils vont généralement devoir visiter beaucoup de lieux, donc évitez de trop vous attarder sur chacun d'eux, sous peine de perdre l'attention de vos joueurs. Donc comment l'écrire? C'est compliqué. Dans un premier temps, établissez une intrigue comportant plusieurs événements et personnages importants. Il va ensuite falloir établir le planning de vos PNJ et de ces événements. Si certaines scènes sont particulièrement impactantes, plutôt que donner une heure précise, donnez une tranche horaire, afin que vos joueurs aient plus de chances de tomber dessus. Il n'est pas obligatoire d'ailleurs que les joueurs sachent de combien de temps ils disposent dès le début. Ils peuvent très bien le découvrir en cours de route, créant une tension supplémentaire. L'une des choses les plus compliquées à mettre en place va être les routes croisées. En effet, les différents PNJ vont interagir entre eux. Ils ne vont pas chacun faire leur beurre de leur côté. Et leurs actions donc vont s'influencer. Ainsi, si un de vos joueurs neutralise un PNJ, il va falloir déterminer comment les autres vont réagir, et ce que ça modifie au niveau de leur planning respectif. De plus, ce type de scénario a généralement plusieurs cas en fonction des actions de vos joueurs. Comme pour le scénario de type choix, prévoyez un certain nombre de conclusions afin de donner encore plus de poids aux actions des joueurs. Quand l'utiliser? C'est un très bon scénario intermédiaire de milieu de campagne. La raison principale est que les antagonistes vont pouvoir faire un certain nombre d'actions librement, ce qui pourra donner des développements intéressants pour la suite de la campagne. En one-shot, faites assez attention d'utiliser ce genre de scénario. Une succession de mauvaises décisions et de malchance peut vous faire passer complètement à côté de l'intrigue pendant une expérience peu plaisante aussi bien pour vous que pour vos joueurs. Ensuite, nous passons au scénario de type interaction. Alors, les scénarios de type interaction, c'est un type de scénario un peu particulier. Un peu comme format bac à sable, c'est vos joueurs qui vont écrire l'histoire. Cependant, ils vont également déterminer eux-mêmes leur objectif. Donc oui, c'est vraiment le scénario où, en tant que maître de jeu, on va le demander. Ce type de scénario est souvent narratif. Le replay est donc de l'histoire. Pour le préparer, une bonne ambiance visuelle et sonore permet de mettre vos joueurs dans le bon état d'esprit. Si vous pouvez, pensez à de l'encens ou de la nourriture appropriée qui peut également aider à créer l'ambiance. Si vous jouez en purement narratif, vous pouvez aussi adapter l'environnement de jeu, supprimer la table, jouer en extérieur ou autre. Au lieu du rôle habituel de conteur, vous serez plus un animateur sur ce type de scénario. Ensuite, pour l'écrire, j'avoue en toute honnêteté que je n'en ai jamais écrit, mais je vois comment je pense que je procéderai. Je commencerai par une scène cinématique afin de vraiment présenter l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer et la situation initiale, ainsi qu'une problématique. Puis, je leur fournirai une excuse pour pouvoir se décrire en détail leur personnage et commencer à songer à leurs propres objectifs. À partir de là, le dialogue devrait s'établir entre les joueurs, ce qui devrait laisser une libre cours à la suite de l'histoire. Donc, quand l'utiliser? Qui dit scénario spécial dit occasion spéciale. Personnellement, je ferais plutôt ce type de scénario où on sort de sa zone de confort habituelle de notre partie, à l'occasion d'une sortie ou éventuellement le jeu. De par sa nature, les joueurs débutants peuvent être déconcertés. Donc, pensez à les prévenir avant de les lancer dans l'exercice. Et ainsi s'achève, après une bonne demi-heure à m'écouter soliloquer, la présentation des scénarios pour cette deuxième partie de la masterclass. Donc,
on est de retour sur le Discord. Bonsoir à tous. 1, 2, 1, 2, capitaine. Est-ce qu'il y a encore des gens? Bonsoir. Ouais. Salut. Parfait. Salut Nono. Parfait. Salut. Bon, est-ce que ça vous a plu déjà, les enfants? Est-ce que vous avez... Ouais. Est-ce que c'était Oui, relativement très intéressant. Est-ce que du coup c'était clair malgré le changement de forme? Oui. Parfait. Moi j'aurais aimé des images. Ça manquait Oh, beaucoup. écoute-moi bien Callaghan, voilà. Eh ben, tu n'as qu'à préparer les images pour la prochaine fois. En même temps, j'avais pas Je vraiment parlais à dit- Nam, hein. j'avais pas d'image à vous donner pour l'occasion. Même sans forcément d'image, je sais pas si tu peux afficher du texte directement sur l'image. Ça aurait peut-être été Une question un que bon je me poserai pour la prochaine fois. Du coup, on un va... PowerPoint, hein, c'est bien un PowerPoint. Voilà, si ça vous va, on va reparcourir un peu les scénarios qui ont été énoncés jusque-là, histoire de voir si des gens ont des choses à rajouter. Et à partir de là, on fera un petit tour de est-ce que j'ai oublié des scénarios, ce qui est sûrement le cas. Donc on a commencé par parler du scénario de type enquête pure. Est-ce que déjà c'est un type de scénario que vous appréciez écrire, jouer? Est-ce que vous voyez des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit? Je suppose que ça veut dire non aussi. Ça y Parfait. est, il a le son. J'en ai, Le fameux. j'en ai quelques-uns. Ok. Eh ben, c'est pas grave, on passe au suivant. Bon, scénario porte-monstre trésor, Alors, Ah, j'en dans ai le concept. rarement fait. Mais dis donc. Mais non, il faut du tac au tac, hein, on est des fous sur... Vas-y, je t'en prie. Voilà, éventuellement, je voudrais rebondir plus ou moins sur le porte-monstre trésor afin de voir ce que tu penses et comment tu créerais, mais de manière plus générique, une table de rencontre, voire une table de génération de scénarios. Alors ça tombe bien, je l'ai déjà fait. Je pense que t'es un peu au courant en plus. Il y a le pain. Du coup, Une table de rencontre, c'est assez facile. Tu prends un dé et tu prends une table à 2 entrées et puis. Mais comment l'équilibrer? Parce que même est-ce que sur une table de rencontre, on peut parler d'équilibrage à ce niveau-là? en fait, ça dépend. Ou de ce est-ce que qu'on je veux faire. peut saisir totalement de manière aléatoire et mettre le balrog en 4 et le lapin mignon en 18? Alors basiquement, moi ce que je ferais si je devais vraiment écrire une table de rencontre, déjà si c'est pour une table qui est préétablie, je ferais en sorte que toutes les rencontres soient à peu près équilibrées, même s'il y en a des un peu plus faciles et des un peu plus dures. Qui soient comme dans une certaine tranche. Ensuite, je ferais surtout que ma table de rencontre soit vraiment purement dans le thème de ce que je suis en train de, du scénario que je suis en train de faire. Par exemple, si on est dans une grotte au fin fond du monde, je vais éviter de mettre des oiseaux. Donc, ça peut de logique. Mais ouais, donc vraiment, je pense que l'important si tu veux faire une bonne table de rencontre, c'est de penser c'est d'adapter ta table de rencontre, pas la faire vraiment générique, mais la faire pour le lieu que tu as choisi et pour ce type de scénario. Après, en général, les scénarios, les PMT que tu peux trouver dans le commerce sont déjà prévus pour un certain niveau. Donc les ennemis s'équilibrent. Enfin, il y a forcément déjà un équilibre qui est fait au niveau des ennemis que tu vas rencontrer. Ok. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes de rencontres aléatoires qui sont fournies par dans les différents bouquins de jeux de rôle, sont différents de ce que c'était il y a bien longtemps, et du coup ils sont plus équilibrés, plus disponibles et plus adaptés, soit au scénario, soit au niveau des joueurs. Et prenons le cas des D5 par exemple, il y a des rencontres qui sont directement adaptées au niveau des joueurs. Même dans ce qu'on peut trouver actuellement dans le commerce, il y a un sacré progrès qui a été fait à l'heure actuelle, et je pense que c'est des outils qui sont tout à fait faciles d'utilisation à l'heure actuelle.
c'était pas le cas il y a quelques années avant. Du coup, je crois que je t'avais coupé sur le scénario enquête pure. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah, en fait, tu posais la question sur le fait de savoir est-ce qu'on aime jouer des scénarios d'enquête. Pour ma part, oui. Pour le fait de les écrire, c'est encore autre chose. Après, ça dépend en fait du nombre de détails que tu veux mettre et de la complexité des enquêtes. Ça, c'est un problème récurrent de toute façon à l'écriture, avec quel point tu veux détailler ton scénario, à quel point tu veux que ce soit profond. Je pense. Après, dans un sens, ça s'applique aussi à un PMT, parce que si tu veux faire un donjon où t'as juste une caverne que tu traverses pour aller d'un bout à l'autre, ça va. Si tu fais un donjon sur 14 étages, c'est plus compliqué à mettre en place, à gérer, etc. Et je mets tous les décors imprimés en 3D. On est bon sur les scénarios de PMT parce qu'on n'est pas les scénarios les plus intéressants du monde, même s'ils sont fun. Donc, on continue avec les scénarios de type choix. Donc on parle de ces scénarios avec points multiples et donc vraiment les joueurs vont déterminer leur destin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les scénarios de type choix? Moi personnellement c'est des scénarios que j'aime beaucoup. Scénario que j'aime beaucoup aussi. Je trouve très très sympa. Mais, ça peut créer de très beaux moments de roleplay. Et, pour peu qu'il y ait une différence au niveau des valeurs des PNJ, au niveau de la moralité des PNJ, ça peut créer des discussions très intéressantes. Et des moments mémorables. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Après, pour moi, le scénario à choix multiple, c'est finalement ce qui englobe les campagnes. Après, le choix multiple peut risquer justement de totalement plomber, voire détruire complètement une campagne. Est-ce que ça peut être judicieux à jouer au milieu? Non, alors Oui, moi je l'ai conseillé de le jouer à la fin. Vraiment, Oui, voilà. non, c'est même belle conclusion. Mais jouer enfin, justement, je me pose presque la question. N'est-ce pas un scénario qui peut être intéressant à être joué au contraire en tout début de campagne, puis d'écrire la campagne en fonction de ce qui a été choisi par les joueurs. Voire mieux, je dirais, écrire une partie de la campagne avec un nouveau choix multiple qui redéfinirait le statu quo pour modifier la campagne comme ça. C'est envisageable après. Ça peut te permettre de relancer une campagne qui traîne un petit peu, où tu as toujours des scénarios qui se ressemblent, tu as toujours des... comment dire? Ah, je trouve plus les mots, c'est terrible. Tu as toujours une ambiance qui est à peu près identique. Et du coup, de ce fait, ça peut te permettre de varier totalement l'approche que tu as de cette campagne. Accessoirement, je pense aussi que c'est un scénario qu'on peut utiliser à tout bout de fin. Facile à mettre en... pas forcément écrit à mettre en place, mais il peut être inséré partout et il a cette capacité à gérer plusieurs problèmes et à être inséré un peu quand on veut au sein d'une campagne, au sein de parties de longue haleine, quoi. Il relance toujours la chose. Alors on peut le mettre en début, en fin, au milieu, en faire plusieurs, en faire un élément incontournable de la campagne. Bref, on peut le placer un petit peu quand on veut et il a ce côté un peu libre pour les joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à le jouer, je pense.
Et il a vraiment cet aspect utilisable un peu quand on veut, pour débloquer une situation ou autre, il est vrai, il sait faire, je trouve. C'est une belle approche de l'avoir décrit comme ça en tout cas. Ok. Si. Enfin, je veux dire, d'avoir fait un sujet sur ce type de scénario, parce qu'il n'est pas toujours facile à identifier. Et c'est très bien de l'avoir évoqué, je trouve. Après, encore une fois, c'est pas trop difficile, c'est vraiment un de... C'est plus partie des scénarios qu'il faut faire voilà. On sent le côté où on a une fin alternative de fait, c'est quand même assez chouette. Ouais, tout à fait. On va passer au scénario de type événement. Donc, scénario de type événement, c'est quelque chose quand même que je croise dans beaucoup de scénarios déjà écrits et qui est pas toujours maîtrisé comme il se doit. C'est pour ça que je me suis un petit peu attardé sur celui-là, de expliquer qu'il y a vraiment deux phases qui sont très distinctes et qui ne vont pas être maîtrisées de la même façon. Vous avez des avis et des suggestions sur le sujet? En fait, quand personne ne dit rien pendant 5 ou 10 secondes, C'est le décalage, tu te rends pas compte. C'est pas mon problème. Moi ça m'amuse, j'ai mes sons. Mais bon, donc revenons sur le sujet. Est-ce que tu peux redéfinir un tout petit peu ce scénario-là? Alors, du coup, les scénarios de type événement, c'est donc un scénario qui va être en deux parties. Une première partie où les joueurs vont être coincés quelque part, d'une certaine façon, et donc il va basiquement rien se passer de particulier, et au bout d'un moment, il va y avoir un événement qui va arriver, donc souvent une catastrophe, qui du coup va les obliger à agir et à réagir. Donc basiquement, pas mal de monde l'a fait au club, le scénario du Zeppelin de Terre 2 est exactement dans cette mécanique-là. Au début, les joueurs vont se rencontrer, vont découvrir un peu l'univers, et tout d'un coup, il y a une attaque, il faut essayer de sauver les meubles, ou au moins de sauver cette... Je trouve que c'est à la fois un très bon scénario d'initiation, vu que tu as souvent une partie roleplay, entre guillemets enquête au début, et une partie plus action à la fin, ce qui te permet de voir un petit peu tous les aspects d'un jeu. Et c'est aussi un très bon scénario pour commencer une campagne, je trouve. Je m'en sers aussi comme une campagne. le scénario a été pensé comme étant un prologue de campagne. Pour Terre 2, mais là je parle du type voilà. de scénario en général. Pardon. Mais en effet, pour Terre 2, ça se sentait quand même bien. Après, ça a été bête de s'en bon, donc, je disais, moi, le problème que je ressens avec ce type de scénario, c'est qu'ils sont peut-être pas maîtrisés comme ils auraient été pensés. C'est peut-être un problème que je n'ai que moi. Je comprends pas ce que tu veux dire en fait là. En fait, le truc c'est que vu qu'on va avoir une phase très contemplative où il va faire énormément de choses et qu'on va enchaîner sur une scène qui va être action, au contraire il va falloir aller faire très très vite du tac au tac de discussions courtes, etc. pour vraiment donner la réelle attention. On a souvent du mal à faire la transition au moment sur la maîtrise et on reste encore sur une période contemplative et du coup toute la partie événement tombe un peu à l'eau. Après, c'est peut-être un problème que je n'ai que moi. Bah, du coup, ça rejoint ce qu'on parlait la dernière fois quand je parlais de rythme, justement, structurer son rythme au sein d'un scénario, justement sur les phases lentes, on va dire, contemplatives, comme tu les appelles, et les phases d'action. Mais ça, je pense que c'est pour tout type de scénar, et pas seulement pour
peut-être que ça se marque plus sur le type événement, mais Après, justement, pour remédier à ce problème, tu peux faire faire un effet d'annonce sur l'événement qui va se passer. Par exemple, tu as une bande de personnes qui enquêtent sur un culte ou je sais pas quoi, qui à un moment donné arrive dans une caverne et voit Jean-Michel sataniste qui est en train de sacrifier un poulet. Et pof, ça bascule sur enfin, suite à une enquête, et pof, ça bascule sur une scène de baston contre des démons, ou je ne sais pas, enfin... Ouais, c'est peut-être juste une partie du truc. Personnellement, sur ce scénario à événement, je pense que c'est un qui demande le plus de préparation, mais plutôt en termes de la part du MJ, à savoir quand est-ce qu'il va placer son événement qui va tout chambouler et qui va donner un autre rythme, qui va orchestrer le changement de rythme de la partie. Et c'est peut-être un des scénarios qui mérite d'être le plus pensé en termes de timing, d'instant. Et pour le MJ, il doit préparer aussi la façon dont il va le décrire aux joueurs. En gros, c'est peut-être un des scénarios qui va exiger de la part du MJ de se préparer, d'interpréter son scénario comme un joueur ou comme un acteur de pièce de théâtre, quoi. De façon à générer tension, utiliser toutes les ficelles qu'il peut avoir pour faire de son événement, quand il survient dans le scénario, d'en faire un événement qui chamboule tout, et voilà. Donc il va falloir qu'il travaille peut-être sur sa diction, sur la façon dont il va décrire ses scènes, changer du tout au tout. Voilà, je pense que c'est ce type de scénario qui demande vraiment de la part de MJ ce type de préparation-là, qui n'est pas forcément nécessaire sur les autres scénarios à ce point. je te rejoins entièrement, Steven, là, sur ce pour avoir maîtrisé justement un scénario de ce genre-là à 2 reprises et sur 2 semaines consécutives, justement, je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup plus de préparation. Quand j'ai maîtrisé la première fois, en fait, j'étais pas suffisamment prête justement sur le déroulé des événements et l'arrivée de l'événement, et justement cette fameuse transition entre contemplation et action. Et bah, du coup, je m'en suis rendu compte. Du coup, même, je pense que sur la première partie, j'avais perdu un peu mes joueurs au moment de l'action. Et ça a été super dur de les récupérer. Et du coup, sur la deuxième fois où j'ai maîtrisé le scénario, j'avais plus préparé la chose et j'avais utilisé de nouveaux outils pour justement les garder et puis amorcer la phase d'action, quoi. Mais effectivement, je trouve que tu as raison et que ça demande plus de préparation. Ouais, peut-être un peu plus de préparation sur la forme elle-même, quoi. Ouais, c'est sur la forme, c'est pas tant sur le fond, mais vraiment sur la. Bon. C'est constructif tout ça. Les scénarios de type bac à sable. Les scénarios où vos joueurs vont pouvoir faire n'importe quoi et simplement avec leur joueur. C'est les meilleurs. C'est les pires. C'est les Qui a pires. dit Deadland? Ah non, non, Autant- Deadland, non. Qui a dit INS? Aussi. Ouais, je pense que c'est complètement Autant en INS, tant hein. que 100% joueur INS. qu'en tant que maître de jeu. Tu n'aimes pas jouer les scénarios bac à sable? Je pense que c'est le scénario bac à sable est pas ouvert à tous les maîtres de jeu et à tous les joueurs. Autant là, tous les types de scénarios qu'on a vus précédemment, oui. Autant celui-là, enfin moi je sais que personnellement, quand ça part dans tous les sens ou en tant que joueuse, je sais pas où mon perso doit aller, ben je me sens complètement perdu et je me sens complètement presque sans but, tu vois. Enfin ok, enfin voilà. Mais c'est mon ressenti personnel là, après. Trop de liberté, tu la liberté. Ouais, c'est ça en fait. J'ai besoin de structure et de direction, de parcours. Ouais, c'est vrai que c'est un des scénarios qui demande. C'est là où le contrat social qui se passe en termes de JDR se voit le plus, je pense. Il convient vraiment de la synergie qu'il existe autour de la table entre les JC.
synergie n'existe pas, elle est peut-être très difficile à mettre en place et il y aura forcément de frustrés autour de la table. Pour illustrer plus facilement le propos, si le MJ connaît bien ses joueurs et si les joueurs se connaissent bien entre eux, ça fonctionne vachement bien et ça peut donner lieu à des parties mémorables. Si cette synergie-là n'existe pas, si les joueurs s'entendent pas forcément aussi bien ou ne constituent pas un groupe extrêmement soudé, porté par le même délire ou quoi, ça peut être vécu de façon très moyenne. Et pour un MJ, ça peut même être difficile à gérer, quoi. En tout cas, c'est plus un retour d'expérience, mais je pense que c'est... C'est typiquement le type de scénar qui est infaisable en convention. Totalement. Ah, quoique, je dis ça, mais Goulon qui s'en dédie, c'est un petit peu joué comme ça. Donc, si le système de jeu s'y prête, pourquoi pas. C'est le jeu qui veut ça aussi. Hein. Oui. Gobelin qui s'en dédie est quand même basé sur des scènes qui ont une suite plus ou moins logique. Je suis sûr que ma partie, ce oui. n'était pas le cas. Mais après, voilà, le système de jeu faisait que. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, voilà. Ouais. Bah, techniquement, Shadow de pierre, c'est le cas. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ça fait partie du contrat, enfin, du préétabli autour de la table de jeu. Et si de base d'entrée, on définit que le principe du jeu ça va être ça, et ben c'est un des rares cas où ça peut fonctionner. Mais il faut vraiment que la chose soit établie dès le départ. Or, Gobelin qui s'en dédie pose déjà cette base-là d'entrée de jeu. Du coup, ouais, ça peut fonctionner, chacun rentrant dans son délire, et voilà. Mais il faut vraiment que ce soit établi dès le départ. Si c'est pas un état de fait avéré dès le début, ce type de scénario-là fonctionne, je pense, que vraiment s'il y a une synergie adéquate autour de la table. À savoir que sur la notion de scénario bac cas où le scénario était vraiment complètement stable, la table on était déjà deux à se connaître, mais les trois autres personnes on les connaissait pas du tout, et pourtant il y a eu une bonne synergie dès le départ, et en fait on a réussi à faire quelque chose quand même de ça, alors que initialement même le MJ n'était pas forcément confiant dans son truc, il voulait tester. Le test a fonctionné. Je dis pas que le test peut fonctionner à chaque convention, à chaque table, etc. Évidemment, vous l'avez déjà tous signé, mais ça reste possible. C'est pas complètement inenvisageable. Après, c'est peut-être une question de personnalité des joueurs aussi. Hein. C'est ça. C'est vrai. Et du MJ. C'est une Et question de du maître synergie du de jeu. table. Hein. Si tout le monde est là pour s'amuser, généralement ça marche bien. Ouais, ça marche pas Et trop sur les scénarios très sérieux. Et ça dépend parce que tu peux très bien t'amuser en jouant sérieux. Quoi. Oui. Tu peux très bien C'est ça, t'amuser en étant. Il y a des gens qui cherchent un type d'amusement différent en fonction de leur manière de jouer, enfin en fonction de ce qu'ils recherchent dans le jeu de rôle, tout simplement. Alors quel amusement dans Shadowpeer. Casser des Le pubs. masochisme, le masochisme, je pense. C'est une bonne manière de Si voir. t'aimes bien les donjons à deux salles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une PMT quoi. Ouais. Bon. Les scénarios de type autonome. Alors, C'est les pires, C'est les pires. Tout à fait. ceux que je rate tout le temps. C'est nul. vrai. Toujours les pires. Toujours les pires. Alors c'est atroce à écrire. C'est atroce à écrire, c'est atroce à maîtriser, c'est dur à jouer. Pourquoi on s'en embête encore, je sais pas. Mais bon après en vrai non, ça reste des scénarios qui peuvent être quand même extrêmement intéressants, une profondeur rare. Mais Bah, je pense que c'est des scénarios qui servent l'intrigue principale si jamais tu mets ça dans une campagne ou si tu mets ça dans un univers. C'est des scénarios qui sont là en fait pour servir l'histoire générale. Mais après en scénario solo, j'ai du mal à concevoir. Rappelle-moi le scénario autonome. un scénario autonome, c'est celui où qui va se dérouler peu importe ce que font tes joueurs en fait. Tu vas avoir plusieurs PNJ qui vont vivre leur vie pendant que tes joueurs font leur truc. Basiquement, pour un scénario que toi tu as déjà fait, le deuxième scénario de la campagne de Green Selling Good que tu appelles de Cthulhu, celui où vous étiez dans la ville,
où Ça marche. voilà, où tous les cultistes faisaient leur petit taf de leur côté et toi t'essaies de trouver ce qu'il faut faire pendant ce temps-là. Ça marche, ok. Oui, mais au final, tu peux quand même avoir une interaction. Bien sûr. Avec Oui, c'est ça, c'est là où ça devient vraiment compliqué ce type de scénario, c'est que toutes les actions ont des conséquences et que il y a beaucoup de choses qui se passent peu importe ce que tu fais. Bah, Mais perso, pas c'est la un même peu comme chose. ça que j'écris la campagne L5R et elle fonctionne très bien. Non, En fait, c'est une gigantesque timeline et les PNJ vivent leur vie. Et en fonction de ce que font les PJ, ça peut avoir des impacts plus ou moins forts, plus ou moins différents. Il y a même des pans entiers qui n'ont pas forcément besoin d'être réécrits, puisque j'ai déjà énormément de facettes, de possibilités écrites. Mais par rapport à ça, justement, de dire, bon, bah ok, finalement, il s'est passé ça, donc ça enclenche ça, etc. Les PJ sont pas juste des spectateurs, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça devient super chiant pour eux, quoi. En fait, moi, ce qui me frustre le plus dans ce type de scénario, c'est l'impossibilité de faire un retour en arrière. C'est-à-dire, t'as raté l'information, bah t'as raté l'information, quoi. Et tu Tu pourras vois, ma pas pauvre l'avoir Lucette. autrement. Ça dépend de la manière dont le scénario a été écrit. Des fois, il y a des infos à obtenir de différentes manières. C'est juste que Cthulhu, c'est différent. Nous, le jeu, il t'aime pas et il veut te le rappeler. Ça, je L'innommable l'avais n'aime bien personne. compris. Et donc, on en arrive sur mon gros point faible, les scénarios de type interaction. J'en ai fait très peu dans ma vie, j'en ai jamais écrit. Donc, ceux qui sont vraiment très narratifs, où les joueurs vont faire leur propre histoire. Et au final, le maître de jeu n'est là que pour poser l'ambiance au début. Quoi. Bah, enfin, c'est le truc du narratif. Alors, pour en avoir fait quelques-uns, et sur lesquels ça peut fonctionner, là aussi, enfin, certains ont bien fonctionné, d'autres pas. Sur le narratif, c'est très compliqué, c'est peut-être le plus dur à mettre en place. Pareil, là, dès le départ, il faut il faut que la synergie existe autour de la table, sinon ça fonctionne vraiment pas bien. Et le truc du narratif, c'est que s'il y a pas, enfin, c'est difficile de lui trouver un cadre en fait à un moment donné, de trouver cette interaction. Quand il y a trop d'interactions autour de la table et que tout est permissif, c'est difficile de s'y retrouver. Il faut quand même qu'il existe un cadre. Ce cadre-là, il n'est pas toujours évident à définir. Sur les jeux narratifs qui existent d'ores et déjà, ils ne se sont pas encore tous trouvés. Je pense que la formule adéquate n'a pas été encore trouvée, qu'elle se cherche encore. Je pense que c'est un type de jeu qui se cherche encore. Par contre, quand le cadre est défini, que ça fonctionne, qu'il y a une mécanique de jeu qui fait en sorte que à un moment donné, on va tous dans le même sens. Ça peut donner des parties vraiment excellentes. Et à écrire, c'est un peu complexe. Il faut rester très. Enfin, c'est que des bouts de. C'est un peu difficile à décrire ce type de scénario et ce type de jeu. Mais je pense que en termes d'écriture, il faut se donner des objectifs, il faut juste se donner des indications très brèves, et le reste doit découler des joueurs. En fait. Trop difficile de prévoir quoi que ce soit que les joueurs, pour que les joueurs puissent avoir la liberté totale. Donc je pense que c'est vain de vouloir décrire un maximum de choses et tout un ensemble de possibilités. Il vaut mieux prendre le souci de façon inverse, c'est-à-dire en écrire le moins possible. Par contre, ce qu'il faut se définir, ce sont des choses très pertinentes comme le cadre, le contexte, le lieu, le temps et le but. Le but à un moment donné, c'est une partie où ce scénario-là, il doit avoir un but bien spécifique, pas forcément en termes d'objectifs à atteindre, mais de type, d'ambiance, de partie, etc. Il y a un jeu que je vous conseille, pour ceux que le narratif peut intéresser, fait par Simon Lee, que j'ai récemment découvert et qui est très bien écrit, et dont le leitmotiv c'est toujours plus de drama.
C'est voilà, c'est un des leitmotifs du jeu lui-même et ça fonctionne dans tout ce que tu veux faire en fait. Et du coup, le jeu Et s'appelle effectivement, c'est bien de le citer, le jeu s'appelle Damné. Et voilà, c'est orienté là-dessus. Et une phrase récurrente, c'est toujours plus de drama. Voilà. Donc cette simple petite phrase donne un axe à la partie. Et du coup, c'est ce qui permet de garder le fil conducteur, de garder le but ultime, de garder la cohérence autour de la partie. Ça peut paraître très abstrait, mais c'est vrai que le pur narratif, c'est pas ce type de scénario-là dont il est la question, quoi. C'est un petit peu abstrait aussi à prendre en compte. Mais pour l'avoir testé et pour l'avoir lu dans son entier, c'est à mon avis une bonne approche de ce type et de scénario et de jeu. Je sais pas si j'étais très clair dans mes propos. Je trouve que c'était plus clair que moi la description que j'en ai fait, donc c'est déjà une belle réussite en soi. Ok, c'est improvisé, je vous avoue. Ouais, voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire là-dessus sur ce type de scénario. Mais là encore, le contrat social est super important dès le départ. Et la synergie autour de la table aussi. Mais encore une fois, ouais, le contrat social, que dès le départ, les gens soient bien au courant de ce à quoi ils vont jouer, de ce qu'il est question autour de la partie, de la thématique, et ainsi de suite. C'est super important. Sinon, les joueurs suivent pas ou rentrent dans des délires qui sont pas les mêmes, et là, ça fonctionne pas du tout, quoi. Je pense. Ou pour avoir vécu quelques expériences pas terribles là-dessus. Ok. A contrario, sur ce type de scénar ou de jeu, j'ai aussi vécu des moments extraordinaires. Et là, parce que le contrat social était bien établi, que la synergie autour de la table y était, etc. Voilà. Ok. Et donc maintenant la grande question que tout le monde se pose, est-ce que vous voyez d'autres scénarios comme ça que je publie? Alors, je sais pas si on peut parler de type de scénario, mais la campagne ouverte, la campagne en mode ouverte. Alors du coup les campagnes c'est quelque chose qui est un peu différent, je pense, c'est un sujet à part. Mais je t'en prie, continue quand même. D'accord. Les campagnes dans lesquelles il y a plus des... Je vais pas dire des quêtes, mais dans lesquelles il y a des points d'intérêt, des PNJ qui déclenchent des événements. Événements qui pourraient mener soit vers de l'enquête pure, soit vers du porte-monstre trésor. Mais là, je pense qu'en fait, ma question est un non-sens dans le sens où on parlerait d'une campagne et pas d'un type de scénario. Ça serait plus un type de campagne, j'imagine. Après, ça dépend de la structure de ta campagne, puisqu'en réel, il y a certaines personnes qui estiment que les campagnes ne sont que des suites de scénarios, avec un gros fil rouge derrière. Après, c'est chacun son point de vue. Là-dessus, tu peux avoir en effet des principes ouverts. C'est vrai que la campagne reste un sujet à part, puisque c'est finalement un mélange de plein de choses. Tu peux inclure tous les types de scénarios dont on a parlé jusqu'à maintenant dans une campagne. Automatique. Voilà. Donc après d'autres types de scénarios en soi, j'ai souvent vu des mélanges de différents types de scénarios. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête là? Pas tout de suite, j'avoue. Bon après, hein, c'était encore une fois si ça vous venait, mais ne vous en faites pas, pour ça il y a les commentaires qui nous donnent un petit peu de J'en ai un. plus tard. Je t'écoute. Le scénario où on est perdu et qui n'a ni queue ni tête, qui n'est rien de tout ça. Ah, le mauvais scénario, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pas obligatoirement le mauvais scénario, Ouais. mais le scénario Il y a des scénarios où t'es Non, perdu. oui, il y a des scénarios qui on sont ne bien. sait, on ne vrai. sait pas qui on est, ou on ne Ouais, sait ouais. pas où on est, Ouais, et oui, où on ne sait rien, et où tout se passe pas de manière logique, mais qui n'est pas pour autant un mauvais scénario. oui, Ah, oui, tu non, parles de Patient 13. Exactement. non, mais même. Enfin, Ouais, donc ce serait les scénarios Patient 13 en fait. J'ai pas joué à Patient 13, mais c'est souvent des scénarios que tu retrouves dans des jeux narratifs, ce genre de choses. C'est souvent un pitch de base que tu peux trouver dans. Enfin, pour créer de l'interaction, du drama, ce genre de choses. Oui, non, c'est vrai que c'est un scénario dont j'ai pas parlé, je le note.
Je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que c'est un scénario qui rentre dans la catégorie des autonomes. Enfin, non, pas les autonomes, ceux qui sont. Le dernier dont on a parlé qui sont un petit peu Ah, narratifs. les narratifs au final. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Action. Je pense que c'est plutôt cette catégorie-là de scénario où voilà, le postulat de base est de dérouter les joueurs. Voilà, c'est un postulat de D'accord. base. Et en fait- Ah oui, dans ces cas-là, je vois de ce dont tu veux parler, Pierre, ça reste les scénarios psy. Voilà. Tu peux retourner complètement les attentes des joueurs pour en avoir vécu un comme ça qui fait partie du commerce où les joueurs en fait suivent une enquête et tu réalises à la fin de l'enquête que t'es pas tout à fait ce que t'es. Et bon voilà, je vais éviter de le spoiler comme ça parce qu'un jour il sera peut-être joué, mais voilà. Après, sans pour autant que ça soit sans pour autant que ce soit un twist, mais en fait que toute l'histoire soit axée là-dessus sans pour autant. Ah putain, j'arrive pas à bien expliquer. J'arrive pas à bien m'exprimer. Mais ça rentrerait, à mon avis, rétrospectivement, ça rentre dans du narratif. Rétrospectivement, ça rentre dans du narratif. Donc j'aurais posé encore une autre question débile ce soir. à Non, mais laquelle moi je maintiens le scénario C'est où on est intéressant. perdu, ça peut être joué en non narratif aussi. C'est Bah, c'est souvent un outil que tu as dans les scénarios narratifs pour dérouter le joueur afin de créer une expérience particulière. Oui, mais après, je rejoins Romain là-dessus. Tu l'as, enfin, ce que je disais avec le scénario du commerce, c'est que tu l'as aussi. Ouais, tu peux le trouver dans différents endroits. Voilà, donc tu peux l'avoir dans plein de supports. Donc pour ça que pour moi, ça rentre pas uniquement dans la case narrative, ça reste du scénario psychologique, quoi. Jouer sur les codes habituels pour arriver à un résultat différent. Je l'ai noté, ça sera peut-être le premier de la 3e vidéo sur les scénarios. Est-ce que quelqu'un d'autre a une inspiration? Ouais, où est-ce qu'on arrête là pour ce soir? Je crois que t'as bien fait quand même des types de scénarios qui sont. Eh ben écoutez, on va dire que c'est bon pour ce soir dans ce cas. Du coup, on va conclure en disant que si vous avez envie d'écrire un scénario et que vous souhaitez mon avis dessus, vous pouvez me contacter et me l'envoyer. Si vous avez d'autres types de scénarios et que vous voyez cette vidéo sur YouTube au lieu de la voir en live sur Twitch, ça aurait été quand même plus sympa de venir en live sur Twitch, mais vous pouvez poster vos avis sur les commentaires. Et si vous avez aussi des suggestions pour de futurs masterclass, n'hésitez pas à en parler également dans les commentaires. Vous savez comment marche internet, donc vous appuyez sur les trucs qui clignotent dans tous les sens et ça me fera super plaisir. À la prochaine, tout de suite.